Bonjour à tous et bienvenue sur Trajectoire IT, le podcast qui vous plonge dans les stratégies des entreprises de la tech à travers des histoires vécues de l'intérieur. Le succès d'une entreprise nous apparaît souvent, a posteriori, comme le déroulement logique d'un film. Mais en réalité, il est fait de moments pivots. Des moments où ses dirigeants sont confrontés à des défis qui semblent sur le point de les dépasser. Des moments où ils font face à des choix impliquant autant leur vie privée que leur vie professionnelle. Des moments où la trajectoire d'un homme, d'une femme et de son entreprise peut basculer d'un côté ou de l'autre. Ce sont ces moments pivots sur lesquels je vous propose de nous arrêter. Aujourd'hui, je reçois Emry Duriemiz, CEO de la société Alenia, qui se définit sur son site web comme une tribu de consultants IT unis et solidaires. Bonjour Emry. Salut Thibaut. Tu es donc le CEO d'Alenia. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît ? Alors, je suis un co-CEO parce qu'on est 3 associés avec Marjane et Marc-Antoine. Alenia, c'est une société de conseil pas comme les autres. Donc, on est aujourd'hui bientôt 200. On a créé cette société qui se concentre sur l'IT et plus particulièrement sur la production IT. Et voilà, on a un modèle opérationnel assez particulier puisqu'on n'a pas de commerciaux, on n'a pas de recruteurs. On a une forte expansion à l'international, en Europe en particulier. Et puis, on est très centré sur les valeurs et sur l'individu. Oui, c'est ce qui m'a plu donc, quand on a pu échanger un petit peu avant cette émission. Alors, tu sais que j'aime bien, moi, dans ce podcast, revenir un petit peu sur la trajectoire personnelle des gens que j'interviewe en dehors de leur trajectoire professionnelle. Et pour toi, ce que j'avais envie de faire, c'était de remonter presque au tout début de ta carrière, donc au tout début des années 2000, si je ne dis pas de bêtises, avec une école d'ingénieur que tu m'as dit que tu avais faite presque par défi vis-à-vis de ta famille. C'est ça ? Ouais, tout à fait. Dans quelques jours, je fête les 20 ans de la promo de mon école d'ingé qui s'appelle l'ISEP. Ça fait bizarre, hein. Totalement. Donc, moi, j'ai fait un lycée assez classique et une filière scientifique. Et j'ai passé une enfance assez complexe où, avec mes frères et sœurs, on a été aidés par un beau-père avec qui on était dans une situation extrêmement conflictuelle. Et j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à me construire en opposition contre mon beau-père. Comme beaucoup d'ados. Comme beaucoup d'ados. Alors, c'est peut-être allé quand même un peu loin, là, en l'occurrence, parce que c'était vraiment une situation super difficile. Et donc, il se définissait comme ingénieur en électronique, alors qu'il n'avait pas eu le bac. Et donc, voilà, pour l'emmerder, globalement, j'ai fait, OK, moi, je vais faire une vraie école d'ingénieur en électronique. Et donc, j'ai fait l'Institut supérieur d'électronique de Paris, l'ISEP, qui s'est révélé une bonne école, mais que j'ai fait pour des mauvaises raisons, globalement. Ouais, d'accord. Et qui t'a conduit donc assez vite, si j'ai bien suivi, à un premier stage au sein de la Société Générale, à la Bourse de Londres, c'est ça ? Oui, alors tout à fait. Alors, c'est une école d'ingé qui faisait à l'époque de l'électronique, des télécoms et un petit peu d'informatique. Après mon premier cours d'école d'ingé, donc on a après la prépa, 4 heures d'électronique analogique par un professeur russe qui parlait assez mal anglais. Voilà, j'ai très vite compris que l'électronique, ça allait pas être mon truc. Les télécoms, pas particulièrement non plus, alors qu'à l'époque, c'était la grosse tendance. Donc, je me suis tourné vers l'informatique assez par défaut, on va dire, c'était le moins pire. Voilà, j'ai commencé de la même façon dans le domaine bancaire qui était également pas du tout le secteur de prédilection de mon école d'ingé, qui était hyper centré sur de l'industrie. Industrie Voilà, plutôt. exactement. Et du coup, les télécoms, à la limite, le bancaire, absolument pas. Mais en 2002, je fais mon stage de fin d'études et j'essaie de trouver un stage à l'étranger, ce qui à l'époque était beaucoup moins commun qu'aujourd'hui. C'est un énorme standard. À l'époque, c'était compliqué d'en Ouais. trouver. Donc, j'ai balancé mon CV à tous les anciens de l'école qui étaient à l'étranger. Ça pesait déjà pas très lourd. Et il y a un certain Thibaut Ricard qui a été hyper sympa, qui m'a fait passer des entretiens pour rentrer en stage à la Société Générale à Londres. Et donc ça, c'était en 2002. Et 2002, dans le monde de ce qu'on appelle l'investment banking, qui est le domaine de la bourse, globalement, c'était encore le golden age, hein. C'était vraiment la période phare de ces métiers-là. Et donc, j'ai débarqué à Londres dans un métier totalement fou. Voilà, et sur la place parisienne de référence. Et
Bah voilà, j'ai compris quelques trucs à ce moment-là. D'abord, que j'adorais l'adrénaline, que j'avais besoin d'être dans un métier qui bougeait énormément et qui allait me proposer un roller coaster émotionnel. Ouais. Puis l'autre truc, c'est que j'ai démarré comme développeur et très vite, j'ai compris que j'étais nul en développement et que j'allais essayer de trouver on va dire, d'autres façons de développer mes compétences tout en restant dans le monde IT et dans le monde IT bancaire. Ouais, donc qui était pas a priori ce à quoi destinait le diplôme de ton école, Du mais tout, ouais. effectivement, donc tu vas donc à Londres faire du développement dans le monde bancaire et finalement tu restes une quinzaine d'années, hein, c'est ça? Alors, à Londres, je reste un peu moins d'un an. Et puis après, je Ouais, rentre à Paris pour finir mes études. Et assez naturellement, alors à l'époque, c'est quand même assez fortement la crise post-année 2000. Donc, toute l'économie web qui se pète sa ouais, figure. éclatement de la bulle Internet, Alors, bon, etc. un taux de chômage énorme, personne ne trouve de job en sortant d'école d'ingé. Mais le fait d'avoir mon stage de fin d'études à la Société Générale à l'époque est une très belle carte de visite. Et donc, très rapidement, via une ESN, une société de service, je trouve une mission à la Société Générale. Donc, à l'époque, Ouais, le marché est super difficile. Je me souviens avoir passé 48 entretiens, pour te dire, en un mois. En 5 semaines de mémoire. Euh, 48 entretiens, ok, et c'était pas en visio à l'époque. ah non, tout était en physique, ouais, complètement. Donc voilà, donc c'était assez fou. Donc au bout de 48 entretiens, t'imagines que mon discours, mon dialogue, il était quand même ultra rodé. Oui, il Donc, devait être bien rodé, oui. donc voilà. Et j'arrive à la Société Générale présentée par une société de service. Et j'arrive voilà, sur du velours parce que je connais mon discours par cœur et je vois bien qu'il marche bien. À chaque fois, ça fonctionne très très bien. Et puis là, je tombe sur quelqu'un d'assez particulier qui, dans un petit bureau sur les tours Société Générale de la Défense, au 12e étage, et les pieds sur la table, fume clope sur clope. On fumait encore dans des bureaux. On avait encore le droit. Exactement. À qui je commence à déclamer mon speech de pourquoi j'ai ultra envie de faire du support IT à la Société Générale et qui, au bout de 2 minutes, je me dis en fait, j'en ai absolument rien à faire de ce que tu me racontes. Mais en revanche, j'ai envie de te poser des questions un peu plus perso. Donc, explique-moi pourquoi tu te lèves le matin. D'accord. Ouais, Ok. original. Puis ensuite, il vient très vite sur raconte-moi les valeurs de tes parents et en quoi ça impacte ta vie professionnelle. Ah tiens, c'est intéressant. Alors, parle-moi un peu plus de ton grand-père et pourquoi, en quoi c'est un modèle dans ta vie. Voilà. Et donc, il a réussi à me déstabiliser en quelques questions très fortement, alors qu'encore une fois, j'étais pourtant hyper Ouais, il t'a fait sortir de ton discours qui était rodé, il allait te chercher un petit peu plus dans le dur, on va dire. totalement dans le dur et puis dans l'émotionnel, hein, pour le coup. Donc, voilà, ça aura marqué la suite de ma carrière. Ouais, j'ai adoré cet entretien. Je suis sorti en me disant, j'ai absolument bossé pour lui. Et il se trouve que donc, c'est un certain Xavier Genet. Ce Xavier Genet, on s'est suivi, enfin, je l'ai suivi très longtemps dans ma carrière, toute ma carrière à la Société Générale. Et puis voilà, c'est resté un de mes mentors très fort. Et donc, du coup, tu travailles donc on va dire dans la finance de marché, hein, globalement. Et très vite, ce que tu me disais quand on a pu échanger brièvement un petit peu avant l'émission, c'est que tu sens que tu as plus de qualité managériale que de qualité de dev, c'est ça? Et exactement, comme j'expliquais, en fait, je m'aperçois assez vite que décidément la technique, c'est pas totalement mon fort. Je Ouais. comprends bien les enjeux, je comprends globalement euh, les bases. Je suis pas particulièrement mauvais, mais en revanche, c'est vraiment pas le truc dans lequel j'excelle et je vois bien que je ne deviendrai jamais un expert technique. Ce qui est Mhm. intéressant, c'est que, bon, bah, on revient au fait que j'ai fait une école d'ingé pour de mauvaises raisons, mais au final, j'ai des qualités relationnelles ce qu'on va appeler plus tard de leadership Ouais. ou managérial. Oui, on disait pas encore ça comme ça, Voilà, à mais ouais. l'époque, ça se disait pas comme ça exactement. Mais assez vite, moi, j'adore être voilà, en échange, que ce soit avec les utilisateurs, les clients ou les gens de mon équipe. Je m'intéresse vraiment fondamentalement à leur vécu, à savoir, à essayer de les faire grandir, à les conseiller, à les écouter, etc. Et donc, c'est un peu
le truc quand on est un zèbre au milieu du troupeau de chevaux, au final, on se démarque. Et puis parfois, c'est une bonne chose. Donc, au milieu des experts techniques, je me démarque justement sur ces qualités managériales. Donc, très vite, on va me donner la responsabilité d'une équipe de support. Très vite aussi, ils vont m'internaliser au sein de la Société Générale. Et je vais grandir année après année, finalement, dans la structure et avoir un joli parcours, puisque je reste quasiment 18 ans même à la Société Générale, à la Défense, en effet. Ouais, et tu gères donc des équipes d'un grand nombre de collaborateurs venant de différents pays. Et puis, Ouais, c'était et c'est un territoire assez incroyable parce que quel que soit le diplôme, quelle que soit l'origine, honnêtement, c'est une boîte où on fait vraiment confiance dans le talent, on va dire. Alors, c'est extrêmement challenging, il y a de la pression, des jeux politiques comme partout, etc. Et puis, le monde de la bourse, comme je disais, il faut chercher et avoir envie de l'adrénaline. Après, quand ça fonctionne, on fait vraiment progresser les gens. Et donc, tous les 2-3 ans, globalement, j'ai eu la chance d'être promu, aussi grâce à mes managers. Et donc, je suis passé de totalement opérationnel jusqu'à piloter 800 personnes, qui était en effet avec ultra multiculturel. Il y a des équipes à Tokyo, à Hong Kong, énormément d'équipes en Inde, à Bangalore, mais aussi à Londres, au Canada ou à New York. Donc, le côté Et puis un management que tu multiculturel. essayes de mettre en ouais, et puis un management que tu essayes de mettre en place, qui est un petit peu ce qu'on appellerait aujourd'hui l'entreprise libérée. Alors on n'a peut-être pas ça comme ça encore à l'époque. Enfin, avec des essais managériaux, quoi. Ouais, tout à fait, exactement. J'ai toujours essayé de mettre en place, en tout cas, des pratiques dans lesquelles je me reconnaissais. Qu'on s'étend pas à retrouver dans une banque. Pas forcément, en tout cas. C'est vrai que c'est assez marrant. Après, la Société Générale a quand même eu ce truc de pousser très vite des formations managériales et des cursus managériaux dont le théorique était intéressant parce que ça te donne les bases globalement. Et c'est surtout que très vite, ils ont vu l'intérêt de faire des communautés de managers pour qu'ils discutent entre eux des problèmes rencontrés. Et ça, quand on se retrouve face à un collaborateur où ça marche pas, c'est pour un jeune manager, c'est hyper compliqué. Et sur de la performance négative, sur des comportements qui sont pas les bons, sur des annonces d'augmentation où il n'y a pas d'augmentation. Et ça, le fait de discuter entre managers, de partager sur qu'est-ce qu'on a fait qui a marché et surtout qu'est-ce qu'on a fait qui n'a pas du tout marché, c'était hyper enrichissant. Et c'est vrai que j'ai beaucoup grandi grâce à ça, grâce à de l'échange. Et après, à tester un certain nombre de techniques. Et voilà. Moi, j'ai grandi à une époque où le management était très pyramidal. On était vraiment sur le chef. C'est comme chez les militaires, hein, quelqu'un qu'on respecte et à qui on ne dit jamais non, ou on n'est jamais pas d'accord avec. Voilà, exactement. C'est l'avantage aussi de savoir que dès le début, j'étais pas le meilleur de la bande techniquement. Il y avait déjà au moins cet axe-là sur lequel je savais que je serais jamais le meilleur. Donc je pense que ça m'a donné quand même un certain sens de l'humilité. Et donc j'ai toujours encouragé mes équipes à me challenger, ce qu'ils font allègrement. Et voilà, pousser une culture du feedback assez forte. Et puis le fait de mettre les mains dans le cambouis, ça pour le coup, c'est assez français aussi. Mais je pense que c'est quelque chose qui marche bien. Ouais. Ok, donc du coup, 18 ans à la Société Générale. Alors évidemment, tous ceux qui connaissent un petit peu, même de très loin, la vie financière des 20 dernières années savent que dans la période, il y a l'année 2008, et notamment en janvier 2008, coup de tonnerre, tu es devant BFM TV, en train de faire tes abdos, et tu découvres vraiment en direct à l'écran l'éclatement de l'affaire Kerviel. Et là, t'es au cœur de la tempête, c'est ça? Ouais, exactement, tout à fait. Donc un matin de février 2008, moi j'étais encore... honnêtement, ma vie c'était le boulot, hein. On travaillait ultra intensément, c'était assez fou en termes de rythme. Et puis en plus, donc j'étais côté support ou production IT, donc c'est-à-dire que même la nuit t'es appelé, même le week-end tu bosses, etc. Donc c'est vrai que j'étais vraiment le nez dans le guidon à fond. Et puis sur un métier que personne ne connaissait, personne ne comprenait,
Je pense qu'en tout et pour tout, en 2008, il doit y avoir un seul film sur le monde de la bourse. Voilà, c'est Wall Street avec Michael Ouais, Douglas. ouais, bien sûr. Bon, et on était quand même un peu sortis de cette caricature-là. Mais personne ne comprenait mon travail en dehors de mes collègues. Ma famille, mes amis, ils comprenaient rien. Ils sentaient juste que ça marchait très bien pour moi. Il y avait une vision un peu golden, mais vue de loin, quoi, Ouais, globalement. Et puis du ouais, jour au ouais. lendemain, en effet, j'étais en train en effet de faire mon sport devant BFM et là tout à coup les tours de la Société Générale, la catastrophe, le trader, le rogue trader, donc le trader voleur, et puis tout à coup c'est voilà, c'est la police financière qui débarque dans les tours, c'est un procès public, hein, très clairement, hein, c'est tout Ouais, à ouais. coup les journalistes deviennent tous experts de la banque d'investissement. Il y a des enjeux politiques qui font que la Société Générale est très peu alignée avec le gouvernement de Nicolas Sarkozy de l'époque, À ou l'époque, Nicolas ouais. Sarkozy lui-même d'ailleurs. Et du coup, ça tourne vraiment au clash médiatique total. Il y a des énormes maladresses de la Société Générale à l'époque aussi en termes de communication, hein, très clairement. Mais c'est Et hyper toi, dur parce que du coup, on se fait agresser, quoi. On se fait agresser. ouais, et puis toi, t'es touché de près parce que tu as Oui, une proximité professionnelle avec Jérôme Kerviel. ouais, Enfin, tout à fait. tu le croisais régulièrement. C'était pas uniquement, tu le croisais pas une fois par an dans les couloirs, quoi. Non, non, Tu le voyais exactement. régulièrement. En Ouais. fait, du coup, Mm. d'ailleurs, avec mon associé actuel, on était responsables tous les deux de deux équipes qui étaient le support des applications qu'il utilisait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'était un grand consommateur du service de nos équipes. Donc, c'est quelqu'un, Jérôme, avec qui on a pris des bières, qu'on avait régulièrement au téléphone. Voilà, c'était un trader particulièrement consommateur. Et donc, oui, en effet, les équipes sont ultra impactées. On vit ça, en plus, il y a zéro déconnexion, c'est-à-dire que toute la journée, on est sur des analyses pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Quand on sort, on a BFM qui essaie absolument de choper de l'information, de nous interviewer, etc. Le soir, on rentre, c'est la famille qui nous explique qu'on est des escrocs et qui ont tout compris à l'affaire parce que ils ont regardé BFM toute la journée. Donc, donc Ouais. voilà, il y a tout à coup une pression qui est assez hardcore. Moi, du coup, je tombe quelque part de mon petit paradis, entre guillemets. Euh, Tout allait bien et j'étais sur un chemin doré. Bon, j'ai beaucoup de mal à le comprendre, à l'intégrer, à communiquer là-dessus. C'est vrai que moi, je venais d'une famille où la communication autour des émotions n'était pas forcément du tout quelque chose de fréquent. Et donc, j'absorbe d'ailleurs sur toutes les formes parce que je fais probablement ce qu'on qualifie aujourd'hui de burn-out. Et Ouais. puis, Mhm. je prends aussi une vingtaine de kilos. Ouais, c'est pas mal. Ouais, pas mal je pense, en un an et demi. Donc, ouais, quand même, c'est costaud. Mhm. Puis heureusement, mon ex-femme à l'époque, un soir, quand je rentre, voilà, la tête un peu basse, me dit, bon, écoute, c'est plus possible, on venait de se marier. Elle m'a dit, c'est très simple, hein, soit maintenant tu arrives à en parler, soit je me barre. Et donc voilà, et donc j'ai réussi à commencer à parler, à expliquer ce que je pouvais ressentir ou comment je pouvais vivre les choses. Et puis ça a commencé à m'aider à digérer le sujet, à accepter la situation, à aussi passer dans le courbe de deuil, hein, globalement, les étapes de Ouais. colère, les étapes de renoncement, pour après essayer de venir sur quelque chose de plus positif et constructif. Parce que ça a été aussi, bon, ça a été une épreuve incroyablement dure, mais en termes de structure et en particulier en termes de culture, ça a été un moment évidemment pivot pour la Société Ouais. Générale. Et je pense que ça a été la première banque européenne, du coup, qui a cassé la culture extrêmement pyramidale des banques Ouais. d'investissement. Voilà, à l'époque, le trader était roi. Et c'est aussi pour ça que Kerviel arrive à passer entre les gouttes. C'est que, bon, il y a 12 000 raisons, mais il y a aussi le fait qu'à chaque fois que les comptables, les gens qui faisaient les analyses de risque, les gens qui vérifiaient les opérations remontaient des anomalies,
bah, il suffisait que le trader dise non, non, mais attends, on s'en fout. Attends, oui, oui, pas de Ouais, problème. Je vais il avait le dernier corriger. mot, quoi. C'était lui C'était un c'était le dieu roi, comme sur tu terre. dis. C'était un dieu sur Ouais, terre, ouais. globalement. Et donc, à partir de là, toutes les autres fonctions étaient totalement subalternes. Bah, pour être clair, fermer leur bouche, quoi. Et donc, ça, c'est un gros tournant parce qu'à partir de ce moment-là, cette culture, elle va pivoter. Et on Ouais. va dire, bah non, mais en fait, les fonctions support, elles sont aussi clés que le front office, hein, donc les traders, hein. Et donc, bah, il y aura une culture de l'IT, une culture des risques qui va totalement se mettre en place dans la structure. Et puis, un changement aussi de culture managériale. Du Ouais. coup, où bah, on va être beaucoup moins sur le manager du manager, etc. On va écouter aussi beaucoup plus les gens. On va se préoccuper. Bah, c'est évidemment, comme je disais, il n'y a pas que moi qui ai fait un burn-out à l'époque, hein. Il y a toute une structure qui est tombée de son piédestal. Donc, il a fallu aussi écouter évidemment les salariés, parce qu'il y avait un énorme mal-être sur le sujet. Bon, et petite Ouais, donc, anecdote aussi, c'est rigolo, mais ouais. à partir de ce moment-là, et d'ailleurs, c'est devenu une règle, je crois, enfin, c'est même sûr, internationale dans le monde bancaire. Bah, du coup, une des anecdotes, c'est que Kerviel, comme il dissimulait ses manipulations, bah, il ne pouvait pas partir en vacances. Parce que, bah, du Ouais. coup, passer ce qu'on appelle son book, donc son stock de transactions à un voisin pendant ses vacances, ça aurait été exposer Ouais, exposer ses tout ça. manipulations. Voilà. Et du coup, Euh, maintenant, les vacances sont obligatoires, c'est ça? Exactement. Donc, il y a ce qu'on appelle le bloc libre, les vacances obligatoires où toute personne dans la structure bancaire doit absolument partir au moins 2 semaines de vacances juxtaposées. Et pendant ce moment-là, il est totalement interdit, et c'est vraiment monitoré de très près, de se loguer, d'aller consulter ses mails, de répondre à quelque chose. Donc voilà, Ok. c'était assez rigolo à l'époque. Ouais, Maintenant, donc c'est commun, mais ouais. un vrai pivot, donc du coup, ouais, vraiment dans le métier en lui-même, donc que toi, tu vois de l'intérieur, effectivement, hein, avec un avant et un après. Et puis ensuite, un pivot, donc tu restes encore une dizaine d'années, hein, à la Société Générale, donc tu apprends à travailler autrement. Et puis là, ensuite, un vrai pivot personnel, 2019, où une de tes amies, Marianne, je crois, te dit: «Et si on montait une ESN?» C'est ça? Tout à fait, c'est Marjane. C'est celle dont je parlais Marjane, précédemment. pardon. Hop, on a commencé ensemble la Société Générale. Et Marjane, Ouais, elle, bah, pour le coup, en 2010, elle a quitté le monde de la Société Générale pour aller vers une ESN existante. ouais. Et puis ouais, encore 8 ans plus tard, hein, donc on est restés amis et en contact, hein. Et 8 ans plus tard, elle m'a dit, viens, enfin, elle était moins alignée avec les valeurs et le mode de fonctionnement de sa société de l'époque. Ouais. Moi, j'arrive à un moment de ma carrière qui était presque, enfin, qui était mon climax, hein, entre guillemets, où on m'a proposé de passer sur un rôle de CIO avec voilà, des propositions incroyables pour un très jeune âge, parce qu'à l'époque, j'ai encore que 38 ans. Au niveau financier, tu veux dire? Ou au niveau, Mmh, même pas, non, en fait, plutôt en termes de ouais, au niveau des rôle, hein. responsabilités? Les gens, Ouais. voilà, exactement, ce niveau de responsabilité, c'était considéré comme le plus beau poste qu'on puisse avoir, même en fin de carrière, globalement. D'accord. Donc, c'était piloter plusieurs milliers de personnes avec un rôle ultra stratégique. Et les personnes que j'aurais rejoint si j'avais accepté ces postes-là, ils étaient tous à moins de 10 ans de la retraite. Moi, Et ça t'a fait peur, du coup? j'avais 38 ans. Alors, le premier réflexe, c'est de rentrer chez soi, d'être super fier de soi, comme un coq en pâte. Ouais. Voilà. Et puis là encore, mon ex-homme m'a dit, ah, c'est super, je suis vraiment fier de toi. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Donc, Est-ce elle m'a fait beaucoup réfléchir sur le sujet et les raisons pour lesquelles j'avais envie ou pas de faire ça. Je me suis fait un petit tableau de décision sur OK, bon, bah, pourquoi j'irais là? Puis il y avait un poste à Paris, et puis il y avait son équivalent à Montréal qui était super intéressant, parce que j'avais très envie de repartir à l'étranger. Et puis bah, il y a eu la proposition de Marjane de monter ma propre boîte. Et c'est vrai que j'ai toujours eu une envie forte d'entrepreneuriat, quelque chose qui vient aussi un peu de la famille. Et puis là, c'était l'opportunité de créer quelque chose. Ouais. Et Mais et j'avoue que... Pardon, vas-y.
Non, pardon, c'est ça. Non, mais donc c'est un renoncement quelque part aussi, hein, de renoncer à un poste quand même intéressant, même si c'était un club de pré-retraités, enfin, que tu pouvais pas recevoir comme ça, et d'aller créer effectivement from scratch une nouvelle ESN. Et j'imagine, enfin voilà, tu quittes le monde bancaire, ce qui est quand même assez rare. Hein. Les gens restent quand même. J'ai l'impression qu'une fois qu'ils y rentrent, ils en sortent rarement. Ça, en tout cas, c'est l'impression qu'on en a de l'extérieur. Et donc, tu t'associes avec Marjane, certes, mais aussi, alors, tu fais une erreur, peut-être, enfin, qu'on pourrait considérer comme une erreur, en tout cas, de l'extérieur. Le truc qu'il ne faut jamais faire quand on monte une boîte, c'est que tu t'associes avec quelqu'un que tu ne connais pas du tout, un certain Marc-Antoine, qui vient associer avec vous sur la boîte. Exactement. Donc, Marc-Antoine, lui, il était rentré dans la vie de Marjane quand elle est sortie de la Société Générale. Moi, c'est quelqu'un que j'avais croisé, mais très vaguement, 2 fois, parce que du coup, j'étais client de leur société de service. Puis Marjane me le fait rencontrer. On fait un dîner, 2 discussions, et puis je dis OK, go. Ça Euh, match. oui. À l'époque, j'ai honnêtement pas forcément conscience de l'engagement pris et du risque pris. Et donc, on devient tous les trois associés. Et puis, bon, j'ai eu une chance totalement incroyable parce que Marco, c'est devenu un ami extrêmement proche. C'est une très, très belle personne qui est fondamentale chez Alenia. Et on est extrêmement complémentaires entre Marc-Antoine et Marjane et moi, et ça, c'était le talent de Marjane d'identifier ça De et de nous percevoir. Ouais, réunir. Ouais, exactement. C'était quelque chose ouais, d'assez ouais. fort parce qu'en plus, avec Marjane, on a tous les deux des tempéraments assez forts, assez expansifs. Et Marc-Antoine, lui, c'est la personne qui fait tenir l'ensemble de la structure sous la plupart des angles. Voilà, c'est notre lien aussi. Ouais, donc vous avez retrouvé un bon mode de fonctionnement. Donc du coup, bah, Alenia est lancé. Donc il commence à y avoir quelques consultants, une petite équipe d'une dizaine de personnes à peu près, c'est ça. Hein. Ça commence à monter tranquillement. Et puis bah là, haut de pivot, mais celui-là complètement subi. Le Covid qui arrive en mars 2020, alors comme beaucoup d'autres SN évidemment, hein, mais qui pour vous vous met presque à 2 doigts de la faillite. Exactement, en fait, on démarre un an pile poil avant le Covid. On fait une première année qui se passe assez bien, puisqu'en effet, comme tu disais, on est une dizaine de consultants, on est dans un tout petit bureau de 2 mètres fois 1 mètre à la Défense. Et puis voilà, on grandit tranquillement. Au début, forcément, tu es un petit peu opportuniste. Et puis, quand même, il y a un carnet d'adresses de Marjane, Marc-Antoine et moi. Et voilà, puisqu'on a un track record. Les gens viennent nous chercher. Et puis, on a quelques discussions, on a des opportunités. Et en effet, en début 2020, on a deux grandes banques avec qui on a commencé à créer des relations qui viennent nous chercher pour opérer des transformations hyper ambitieuse. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'agilité à l'échelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on Ouais, déploie un modèle organisationnel agile sur des ouais, échelles de plusieurs milliers de personnes. C'est ouais. quelque chose que moi, j'avais Oui, tu avais fait déjà voilà, au à sein de la la Société Société Générale, Générale. exactement. Ouais. Alors, pas en tant que transformateur, mais voilà, j'avais aidé à transformer mes équipes et j'avais piloté des équipes qui étaient transformées. Donc là, on me demandait Mhm. d'être le transformateur avec mes Ouais. équipes. Et bon, à l'époque, honnêtement, c'est quand même un sacré risque et bon, une opportunité incroyable. Alors là, c'est Marjane qui justement a cette capacité à avoir jamais froid aux yeux. Moi, j'avais vécu le truc, donc quand elle me dit go, 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 je vais, mais te rends compte quand même, c'est chaud quoi. Si on se Est-ce qu'on tente, est assez staffé? Ouais, ah ouais, ouais. non, bon, je pense que très clairement à l'époque, on n'était pas du tout assez staffé pour faire ça. Donc voilà, on est allé chercher évidemment les gens en interne, on en a recruté d'autres. On s'est aussi, on va dire, équipé avec des indépendants en plus. Mais bon, voilà, donc on décide d'y aller, on se jette dans le bain et exactement pile poil à ce moment-là, tombe le Covid. Donc, moi, j'ai un souvenir très fort du premier voyage à Madrid parce qu'une des deux transformations, en plus, elle était à Madrid. Voilà, et je suis en train de courir un soir après une journée, la première journée de travail avec les Espagnols pour me détendre.
Je vais courir dans le parc qui s'appelle le Retiro à Madrid. Et il est 22h et là, j'ai mon client qui m'appelle et qui me dit, écoute, Emery, en fait, la ville est en train d'être fermée pour sécuriser contre le Covid. Donc, il y a un risque fort de fermeture des frontières. Il faut absolument que tu prennes ton équipe et demain matin à 9h, tu dégages, sinon vous allez être bloqué peut-être pendant plusieurs mois à Madrid. Donc là, branle-bas de combat. Il est 23h. Je reviens de mon footing. Je suis trempé. J'essaie de chercher des billets d'avion pour tout le monde. Pour rentrer, on appelle les familles pour préparer le truc, etc. Et le lendemain matin, on repart un peu la queue basse. Je crois qu'on était 5 ou 6 à Paris. Puis direct, après, tout le monde connaît l'histoire. Hein, on part en confinement. Tout le monde se pose la question de qu'est-ce qui va se passer. Ouais, est-ce que tout s'arrête? Ouais, Qu'est-ce qu'on dit aux clients? Comment ça se passe? exactement. Alors, l'avantage d'avoir commencé à créer une culture client très forte, c'est que on vit ça vraiment main dans la main avec nos clients. Ouais. Mais c'est pas de bol, nous, c'était vraiment mais pile poil au moment où dans notre business plan, on arrivait à quelques dizaines de milliers d'euros en négatif. Donc on savait, c'était Mmh. vraiment, on savait depuis la création de la boîte qu'en avril 2020, on était sur un déficit de trésor, qui n'aurait pas été très grave dans l'absolu Oui, que vous parce que auriez pu passer sans ouais, problème normalement, non, mais non, ouais, c'était et un que mois c'est et demi, 2 mois, donc on en avait déjà un peu parlé au banquier qui avait dit on s'arrangera avec un prêt honnête, etc. Mais là, tout à coup, quand le truc tombe en mars 2020, là, on se dit ah oui, mais bon, ça, le trou de trésor, il se résorbait vite si on est payé. et Mais ouais, si on n'est pas payé, si tout s'arrête, alors là, comment qu'on fait, quoi, pour le coup, sachant qu'on a monté la boîte à 100% sur nos fonds personnels, donc ce qu'on ouais, appelle un ouais, bootstrap. Donc ouais, bien sûr, ouais, on avait ouais. zéro actionnaire derrière pour nous aider. Donc là, on a transpiré très fort, on n'a pas dormi quelques nuits. Et il faut dire que là, pour le coup, on a eu des clients bancaires qui ont été assez exceptionnels, franchement, exemplaires même. Alors, il y a aussi, honnêtement, le gouvernement qui a vraiment joué son rôle. Oui, Et oui, oui. très vite, les clients se sont mis à payer non plus à 3 ou 4 mois, ils se sont mis à payer à la fin du mois, en 30 jours. Très vite aussi, on a un banquier qui nous a appelé pour nous demander si on avait besoin d'une rallonge, etc. Et donc voilà, donc au final, plutôt quelque chose de Ouais, et du positif. coup, ça se passe bien aussi avec tes clients parce que, oui, tu avais une culture de proximité, de transparence, avec tes clients qui fait que, eux-mêmes, ont été, décidés à vous soutenir et enfin, ça aurait peut-être pas été la même chose, si vous aviez eu une culture un peu plus distante avec vos clients. C'est ça, hein, que Alors, tu me disais, il me semble? ouais, c'est tout à fait le cas. D'ailleurs, je crois que c'est la seule mission de conseil sur une des deux banques dont je parlais, peut-être les deux, hein. C'est les seules missions de conseil qui ont continué. Toutes les autres ont été interrompues pendant ces moments-là. Ouais, Et oui, en effet, donc très très vite, on a commencé à mettre en place une culture avec les clients qui était alignée avec nos valeurs, avec nos façons de faire et de penser, donc qui était vraiment sur de la transparence totale et sur la mise en place de liens avec nos clients qui étaient plus forts qu'un simple lien professionnel. ouais. Alors, plus tard, on a découvert un bouquin qui a été une révélation pour nous, qui s'appelle Getting Naked de Patrick Lencioni. Patrick Lencioni, c'est un Américain qui écrit des bouquins principalement sur le management. C'est Donc se mettre à passionnant. nu, hein, c'est ça? Voilà, Ouais. Getting Naked, c'est vraiment sur le sens, voilà, on se met à nu et on crée une relation qui est d'une franchise et de transparence absolue, que ce soit au sein de nos équipes ou avec les clients, globalement. Et sur le fait aussi de finalement ne pas créer une relation purement commerciale ou même pas du tout une relation commerciale, créer une Ouais, relation et en fait, on s'aperçoit que naturellement, à un moment ou à un autre, ça bascule en relation commerciale. Et donc ça, ouais. c'est quelque chose qu'on a démarré dès le début, ce qui fait aussi que, par exemple, on va très vite se tutoyer avec nos clients, on va très vite Mmh. leur dire ce qu'on sait faire et aussi tout ce qu'on ne sait pas faire. Mmh. Donc ça, c'est plus rare. On parle jamais d'argent sur les premières interactions. On commence d'abord très vite à donner des conseils, à passer du temps, à investir de l'énergie, du temps à conseiller nos clients.
Et puis, Ouais. à un moment ou un autre, et on a un certain nombre d'histoires très sympas autour de ça, mais à un moment ou un autre, finalement, ils nous disent bon, bah, c'est Oui, il y super, a un mais du coup, est-ce qu'on peut signer un contrat? ah ouais. Donc c'est assez, c'est même assez rare, hein, il me semble, hein, chez les ESN. Et c'est aussi bien cette transparence avec les clients, les fournisseurs, qu'avec l'interne. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, hein, parce que du coup, on parlait d'une dizaine de consultants au moment du Covid. Aujourd'hui, tu me dis que vous êtes quasiment 200. Tribu unie et solidaire, enfin avec des gens heureux et fiers. Et tu me disais, je reprends tes mots, hein, on est un peu comme un îlot de bienveillance dans le triangle des salauds. Et j'ai adoré cette expression. Ouais, c'est un peu dur et je veux pas balancer non plus des balles à tout le monde parce que c'est facile. On arrive après des phases, des histoires qui sont pas simples. Mais oui, en effet, c'est vrai on est un peu au centre d'un triangle qui est le domaine bancaire, les Ouais, sociétés de conseil stratégique comme McKinsey et autres, ouais. et puis Mhm. les ESN qui, elles, sont vraiment là pour amener des compétences IT, de la workforce IT à des grandes sociétés qui en ont besoin et qui ne peuvent pas tout recruter en interne. Et c'est vrai que ces trois domaines-là, Ils sont globalement, pas toujours très très bien vus, effectivement. voilà, Ouais. on est rarement sur un centrage autour de l'humain, autour des valeurs, hein. C'est des centrages qui sont très économiques, très financiers. Ce qui ne veut pas dire que c'est tous des salauds, mais c'est vrai qu'on est vraiment le Bien sûr. centrage, il est quand même avant tout sur le résultat économique, très clairement. Et donc, ça Et en avec- déduit des comportements ou des modes de fonctionnement voilà, sur lesquels nous, on ne se reconnaissait pas du tout. Donc, pour tout te dire, le moment où Marjane, elle vient me dire viens, on monte une boîte, je lui dis ah ouais, super intéressant. Quand elle m'a dit viens, on monte une ESN, je lui dis là, je suis pas sûr là pour le coup, parce que moi, c'est une des raisons de mon départ de la Société Générale et c'est aussi le Boumbierville. cas. Voilà. On est parti de nos boîtes avec Marco Marjane et moi. On était quand même très bien rémunérés. On avait des très beaux parcours. Et donc, si on est parti, c'est en grande partie parce que le matin, quand on se levait, on avait du mal à avoir le sens ou à se reconnaître en termes de valeur dans nos organisations. Donc, l'idée, Ouais. voilà, je lui ai dit, mais attends, mais comment, comment veux-tu qu'on crée dans un domaine qui est quand même hyper dur avec l'humain, hein, c'est reconnu, dans trois domaines que j'ai décrivés dans mon triangle, comment veux-tu qu'on crée quelque chose dont on soit vraiment fier sur cet écosystème-là? Et puis, elle m'a dit, bah, chiche, bien, voilà, on va faire quelque chose et on essaie de faire quelque chose de bien dans cet écosystème qui n'est pas ultra favorable, justement, sur l'adéquation avec les valeurs. Et Ouais. alors, on est loin d'être parfait, hein. Il y a plein de trucs qui Ouais, ne bien marchent pas sûr. encore parfaitement. Et puis, en plus, c'est génial parce qu'on a créé une culture du feedback très, très forte. Donc, j'ai tous les 2 jours quelqu'un dans ma boîte qui vient me taper sur l'épaule en me disant dis donc, tu parles beaucoup des valeurs, mais est-ce que tu te sens vraiment aligné là-dessus ou là-dessus? Ça, c'est génial. On est très Ouais, confrontés par ouais. rapport à ce qu'on peut raconter. Mais c'est vrai que voilà, c'est une vraie boussole. C'est un vrai moteur de la société et qui nous fait énormément réfléchir, qui nous fait nous confronter à nous-mêmes, à nos décisions. Et ce qui Je te perds est... un petit peu. Ouais. Ah, Juste pardon. peut-être un petit problème de micro. Ouais. Hop, on se Est-ce que perd un là, tout c'est petit mieux, peu. là? Ouais, c'est parfait là. Désolé, tu Pardon. vois. Oui, donc je disais, Ouais. Des... c'est vraiment une boussole, c'est vraiment quelque chose qui nous anime au quotidien et Ouais, qui, moi, voilà. c'est ça qui m'intéressait, enfin, chez Alenia, hein, c'est bah, effectivement des valeurs humaines fortes. C'est très bien, beaucoup, hein, les proclames, mais que vous vivez, pardon, réellement. Déjà, le zéro commerciaux, ok. Le zéro recruteur, quand on sait quand même que c'est particulièrement en ce moment une énorme difficulté chez les ESN avec du turnover et toujours du sous-effectif. J'avais regardé, hein, enfin, je crois qu'aujourd'hui, la moyenne, le turnover moyen dans une ESN, c'est entre 20 et 30%. Je crois que vous êtes bien, bien en dessous, vous. Hein. Il me Ouais, semble que c'est vous êtes. ça. Ouais, tout à Ouais. fait. Alors, en tout cas, sur l'année dernière, on était encore aux alentours de 5-6%. Et oui, en effet, Ouais. c'est entre 20 et 30% facilement pour des ESN, oui. Donc, bah oui, en effet, ça tient sur la culture. Alors, on a en effet un mode de recrutement qui est énormément basé sur la cooptation. Oui. Et Oui. alors, ça, c'est rigolo parce qu'en fait, on n'a aucune. On vous demande souvent, mais comment vous faites en fait, c'est quoi votre secret, votre sauce magique pour avoir que de la cooptation? Et je crois qu'on n'en a pas vraiment. C'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas une prime de 12 000 euros quand tu fais de la Ouais. cooptation. Il n'y a pas un mécanisme en particulier. Au Les gens le final, font d'eux-mêmes parce qu'ils voilà, se sentent bien dans la société. Ouais. c'est exactement ça. En fait, tout revient sur
si tu crées un écosystème sain, un écosystème vrai, transparent, sur lequel les gens vont s'épanouir, les gens ils vont avoir envie d'emmener les gens avec qui ils ont bien travaillé par le passé, ou parfois même leur famille. Voilà, donc Ouais, j'ai des un regroupements cousin ou familiaux. On a plusieurs mari-femme. On a parfois la femme, le mari, le cousin, la femme du cousin, le petit frère, voilà. ouais, c'est Euh, pas mal ça. c'est génial. Euh, donc, euh, donc voilà, ouais, c'est un écrin finalement, c'est un écosystème et qui est une fois on a implémenté quelque chose de favorable, de sain, qui s'auto-anime finalement. Ce qui est génial aussi, c'est Ouais, que du coup, c'est au cœur de notre processus de recrutement. Donc là, on a démarré ouais. des plateformes à Malaga en Espagne, à Madrid et à Lisbonne au Portugal. Et on s'aperçoit Mhm. qu'on arrive également sur ces places-là à recruter, à rencontrer et recruter des gens qui sont totalement alignés avec ces valeurs qu'on porte. Et Ouais. ça, c'est fort pour le coup, parce que tu vois tout de suite que dans la culture d'entreprise, ça match hyper bien, parce que comme les valeurs sont les mêmes, tu te rends compte que dans une soirée où les gens vont se rencontrer pour la première fois, ça accroche et ça donne une ambiance qui est totalement folle, parce que voilà, on est sur un alignement de valeurs, donc les gens vont se parler, ils vont se dévoiler, il n'y aura pas de faux semblants, il n'y aura pas de soirée un peu gênante où Ouais, et c'est tellement, et c'est finalement assez rare ça, hein. Alors, toutes les entreprises aujourd'hui ont souvent des valeurs qui sont affichées sur leur site web, et- etc., hein, mais qui soient réellement incarnées comme ça et partagées, c'est assez rare. Et je pense que c'est ce qui fait sans doute une des spécificités d'Alenia, et puis qui est, qui te correspond à toi aussi, hein. Enfin, voilà, tu me disais le moi personnel, le moi professionnel, c'est réconcilier les deux, c'est au-delà des mots, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, quoi. Et j'imagine que pour tes collaborateurs, c'est la même chose. Concilier la vie familiale, le développement personnel et le travail. Ouais, c'est ça. Enfin, comme je disais, moi, j'ai toujours énormément bossé. Enfin, voilà, comme d'autres, hein, mais c'est vrai que c'est une grosse part de ma vie. Les 18 ans à la Société Générale, bon, avec les années, j'ai un peu adapté ça, mais au début, comme je disais, j'étais quand même le zèbre au milieu du troupeau de chevaux. Ouais, Et pour survivre, j'ai quand même assez vite dû mettre une armure. Alors, au ouais, sens figuré comme au sens propre, parce que je suis connu pour souvent ou très souvent être en costume 3 pièces. Et voilà, ouais. c'était mon armure à moi. Voilà, pour le coup, c'était ma façon de me protéger le matin en Ouais. arrivant au travail. Et puis un jour, l'armure, elle est un peu lourde. L'armure, à force, on en a un peu marre de devoir Et donc tu fends systématiquement. l'armure, du coup. Voilà, exactement. Une fois l'armure, je continue à mettre des 3 pièces, mais pas tout le temps. Et parce que j'aime, voilà, c'est pas parce que je veux me protéger de quelque chose à force. Mais oui, c'est vrai que il y avait ce besoin de se protéger dans cet écosystème. J'ai un souvenir très net aussi de peu de temps avant mon arrivée à la Société Générale. On arrivait dans cet immense hall des tours hein, où j'ai un déclic un Mhm. matin en me disant, mais en fait, la vie professionnelle, si on veut réussir, on peut prendre ça comme un jeu de rôle, un role-playing game, Ouais, quoi, globalement. ouais, Et ouais. si j'incarne un personnage et si je me projette à travers un personnage, en fait, ça sera beaucoup plus simple et peut-être que ça va beaucoup mieux marcher. Et je pense que c'est une des raisons de ma réussite professionnelle, c'est d'avoir, entre guillemets, bien mis cette armure et d'avoir été à l'aise dans ce role-playing game qui est la vie professionnelle. Mais avec le temps, on a de plus en plus envie d'être soi-même, voilà, le matin. Ouais, ouais. Et c'était aussi l'opportunité de créer sa propre boîte, c'est de se dire, bon, bah, si c'est ça, du coup, là, je vais vraiment être moi-même, quand même, pour le coup, et réconcilier Ouais. l'ensemble des dimensions. Et c'est Ouais. vrai que cette idée d'être quelqu'un de différent, du lundi au vendredi, de 9h à 18h, je trouvais ça un peu bizarre, en fait, au final. Pourquoi est-ce que les gens sont différents quand ils vont au travail? Posture, mais parfois ça va beaucoup plus loin même. Je connais des gens qui ont une voix différente ou un rire différent quand ils sont au travail de quand ils sont chez eux. C'est quand Ouais. même un dédoublement de personnalité qui est assez flippant quand Ouais, on y oui, pense. c'est. C'est fou quoi pour le coup. Et enfin, si on arrêtait ça, tu vois, si on laissait tomber l'armure, Ouais, si on veut vivre pleinement, il faut effectivement à un moment donné que ces deux choses-là soient réconciliées, parce qu'on a
une seule vie, en fait, avec un côté personnel et professionnel, mais qui, effectivement, qui doivent être le plus alignés possible, quoi. Ouais, Ouais, et puis on passe tellement de temps à travailler. Enfin, tu vois, ouais, juste c'est sûr. dans une année, on passe beaucoup plus de temps avec ses collègues qu'avec sa famille. Donc à un moment, voilà, c'est quand même être soi je sais pas, 20 ou 30% de son temps éveillé. Ça reste quand même, ça reste pas assez, quoi, globalement. Donc C'est ça, c'est dommage. Ouais, ouais, intéressant. Ouais, c'est intéressant. ouais. Ce qui est génial aussi, c'est que du coup, ça a été une aventure folle, hein, qui est toujours en cours, hein, parce que bah, c'est simple à dire comme ça, c'est super évident. Et puis tu le disais, en plus, il y en a plein d'autres qui le mettent sur leur site web. Ça, c'est un de mes gros sujets quand je fais du recrutement, c'est comment démontrer aux gens que Oui, ce qu'on a écrit sur le site web, c'est la réalité. ouais, C'est ouais. hyper dur parce qu'ils disent, bah ouais, non, il est sympa votre site web, mais bon, ça ressemble quand même vachement aux autres. Mais comme tout le monde. Voilà, Ouais, ouais. le seul truc que je peux leur dire, c'est, voilà, prenons l'hypothèse que ce qu'on a écrit sur notre site web, c'est vrai. Et on va Oui, partir voilà, on va discuter sur cette base, et puis après, je te ferai rencontrer des et salariés. puis Eux, la ils sont sans filtre et ils te parleront de la vérité. ouais, et puis la cooptation aide, c'est-à-dire qu'à un Et moment donné, le cousin peut nous dire comment ça se passe de l'intérieur et si les valeurs, elles sont réelles ou pas, quoi. c'est exactement ça. Ouais, tout à fait. Et bon, Bon, en donc tout cas, ça, c'est ouais, pardon. c'est c'est le côté brillant, le bright side. Dans les faits, c'est vrai que le fait de casser cette armure, le fait d'abandonner cette, on va dire, ligne claire entre la vie pro et la vie perso, elle est pas si simple que ça non plus. Ça amène des complexités. Bah, on est forcément totalement en porosité sur les difficultés personnelles et individuelles de nos collaborateurs. Et donc enfin, ça t'implique émotionnellement extrêmement fortement dans Ouais. la vie de tes collaborateurs. Et là, on revient aux problématiques managériales. Parfois, c'est Mmh. super dur. Ouais, Parfois, voilà, tu te sens totalement bah, sous une vague d'émotions submergées. Et c'est pas simple. Du coup, on est en empathie réelle et totale avec les gens qui nous entourent. Et c'est quelque chose à gérer. Donc, on essaie de travailler là-dessus aussi, de gérer et puis de faire grandir les gens sur leur intelligence émotionnelle, leur maturité émotionnelle, de leur donner des outils. Et ça, je pense que c'est un sujet d'actualité avec, voilà, on voit tellement de burn-out autour de nous et on n'est pas épargné chez Alenia, très clairement. Donc voilà, c'est des axes de travail qu'on pousse en interne. ouais, alors bon, on pourrait en parler, très longtemps, c'est vraiment passionnant. Tu sais que mais bon, il faut bien qu'on clôture ce podcast. Alors j'aime bien terminer par en demandant, aux personnes que j'interviewe un conseil, mais j'imagine que ça va être celui-là, le conseil que tu vas donner, heu, sur la réconciliation du moi personnel et du professionnel, sur les valeurs, c'est ça? Ouais, je pense qu'en effet, Tu moi, enfin voilà, une de mes révélations, c'est d'abord de faire un travail sur soi pour identifier ses propres valeurs. Finalement, parce Mmh. qu'on a l'intuition d'en avoir, on se reconnaît parfois avec certaines valeurs, mais on fait rarement Ouais, le travail explicite de les écrire. Et même, peut-être avant les valeurs, c'est même réussir à écrire et définir ses besoins. Et moi, c'est quelque ouais, chose qui m'a énormément aidé ces dernières années, et je suis que au milieu du chemin, mais c'est d'écrire explicitement quels sont mes besoins dans la vie, qu'ils soient ouais, professionnels, personnels ou autres, ou dans la relation avec les gens. Et à partir de ce moment-là, finalement, voilà, de faire des choix peut-être un peu courageux sur le fait d'aller rechercher un écosystème professionnel qui soit aligné avec vos ouais. besoins ou avec vos valeurs. Et finalement, quel que soit, que je sois, dirigeant, développeur, DSI, peu importe, enfin, c'est valable Complètement, pour tout et le monde. j'allais dire Ouais. même encore plus salarié qu'un Mmh. entrepreneur. Un entrepreneur, oui, c'est important parce que c'est l'atteinte qui va donner la culture qui va donner à son entreprise. Mais le salarié, il va subir cette culture. Il a en général pas beaucoup de levier pour la changer. Donc, vous allez être un peu otage d'un cadre défini par quelqu'un d'autre. Donc, c'est Mmh. encore plus important de le factualiser pour s'assurer que vous allez être heureux finalement dans votre écosystème. Eh ben, conseil entendu, je pense entendu par tous ceux qui écouteront ce podcast. Merci beaucoup, Emery. Merci beaucoup Thibaut, avec plaisir. À bientôt. À très bientôt. Merci de votre écoute. C'était Trajectoire IT, le podcast qui vous plonge dans les stratégies des entreprises de la tech à travers des histoires vécues de l'intérieur. À bientôt pour de nouveaux épisodes.